Bonjour à toutes et à tous pour ceux à qui j'ai pas encore fait la bise aujourd'hui. Euh, alors d'abord, je suis absolument ravi d'avoir l'occasion de vous partager ces quelques réflexions et absolument désolé de ne pas écouter Benoît Valory, qui pour moi est une source d'inspiration permanente depuis des années pour ses travaux à lui et pour le boulot qu'il a conduit ces dernières années au TILAB, qui est juste génial. Voilà, et donc il y a plein de sujets sur lesquels on converge avec Benoît et l'équipe du TILAB, notamment autour de je laisse arriver les arrivants hein, pendant ce temps. Je suis pas en train de perdre du temps de parole. Les sujets du TILAB, entre autres le programme Lab Accès, qui est particulièrement précieux sur la question de non-recours au droit, de l'accès au droit et des rôles que les acteurs publics ont à jouer avec ça et du fait de savoir à quelles conditions en fait une part de l'innovation publique et de l'innovation numérique peut euh, aggraver ou améliorer les choses en la matière. On leur doit et on lui doit notamment cette formule qui me paraît vraiment précieuse, qui est l'usager n'est pas obsolète. Qui, quand on est au forum des usages coopératifs, mérite d'être rappelé. C'est-à-dire quand nous avons des difficultés avec le numérique, eh ben, c'est pas de notre fait, c'est pas nous qui sommes obsolètes, c'est parfois le numérique qui est éloigné de nous et non pas nous qui sommes éloignés du numérique. C'est parfois d'ailleurs l'administration qui est éloignée de nous et pas nous qui sommes éloignés de l'administration. Donc l'effort à faire, il n'est pas forcément de réformer les gens, il peut être de transformer le numérique. Je suis en train de vous raconter d'où je parle hein, depuis un, un parcours dans lequel pendant pas mal d'années, avec certaines et certains d'entre vous, je me suis occupé d'une petite association, la FING, travaillant et produisant sur les transformations numériques, politiques, économiques et sociales. J'ai aussi une casquette de recherche, une casquette d'enseignement mais puis d'autres gens ont des vraies casquettes dans la salle, donc je ne vais pas la ramener. Et en fait, la focale de ce qui m'intéresse, c'est à quelles conditions le numérique est facteur de pouvoir d'agir ou pas. Donc, à quelles conditions, et non pas est-ce que le numérique c'est bien ou mal, mais à quelles conditions, quel numérique est facteur de ceci, et dans quel cas le numérique, au contraire, est facteur d'aliénation, est facteur de dépendance, est facteur de soumission, etc. Donc, ce point de départ, je l'ai conduit pendant un petit moment autour d'un programme de recherche coporté avec entre la FING que je dirigeais et puis le groupement d'intérêt scientifique marsouin, l'Institut Mines Télécom Atlantique et l'Université de Rennes 2, programme Capacity, sur cette question numérique et pouvoir d'agir. C'est un de mes points d'appui dans l'intervention que je vais avoir. Mon deuxième point d'appui, c'est les travaux collectifs qu'on a conduits à la FING, notamment avec notre camarade Denis Pensu, ici absent pour une fois. Denis ayant piloté un programme dont je vous dirai un mot, appelé Numérique tout risque, et qu'on avait construit en disant qu'est-ce qui se passe dans les configurations du numérique en contexte de risque, crise et catastrophe. Donc deux travaux parfaitement disjoints dont je vais vous présenter une jonction que j'ai jusqu'ici pas beaucoup présenté, que j'améliore à chaque fois que j'ai des gens avec qui en parler qui l'enrichissent. C'est pour ça que je laisserai un petit temps d'échange, à la fois par paresse et démagogie, mais aussi par souci de vous mettre à contribution et d'en ressortir tous avec plus que ce qu'on avait en arrivant. Donc j'espère à l'heure de la sieste que vous n'allez pas siester, que je vais pouvoir moi me reposer sur vous dans pas très longtemps. De quoi s'agit-il? Vous voyez que le titre j'éteins l'écran, il y a un terreau. Euh, le titre, il y a 4 mots, c'est trop. Hein. Territoire numérique. Je travaille beaucoup depuis pas mal d'années sur les questions territoire et numérique, la question de savoir si les territoires sont aménagés ou déménagés par le numérique est une question qui se pose depuis longtemps et sur laquelle les géographes commencent à avoir des réponses.
C'est-à-dire que pour certains territoires, le numérique est une histoire bien compliquée, ou pour d'autres, ça renforce les plus forts, ou pour d'autres encore, ça va amener des ressources, des services, de la culture, de l'information et autres à des endroits où il y en avait trop peu, pas beaucoup, et où donc des nouvelles activités humaines sont possibles. Voilà exactement des cas de figure dans lesquels le numérique peut prêter renfort ou non. Tout va être une question de situation et de conditions. Et puis derrière ça, problématique de résilience, la question que je posais initialement quand on a fait notre programme numérique tout risque avec mes camarades, c'est est-ce que le numérique d'aujourd'hui n'est pas beaucoup trop luxueux pour le monde de demain? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un numérique voilà, top plus premium, qu'en fait on ne pourra juste pas se payer, entre guillemets, we can't afford. Il y a eu des initiatives intéressantes sur the web we can afford, le web qu'on peut se permettre d'avoir en fait. Et est-ce qu'on est en train de parler d'un numérique qu'on peut se permettre d'avoir demain? Bon, je vous laisse cette brave petite question, et qui est une question pas numérico-numérique du tout. Donc on va évidemment se parler d'autres choses. Tout ça avec en toile de fond le fait que nous sommes dans un monde en polycrise. Polycrise, ça veut dire qu'on peut voir chacune des crises séparément. On est de toute façon dans ce que Michel Callon et ses camarades ont appelé dans cet excellent livre Agir dans un monde incertain, un monde incertain. Et un monde incertain, ça veut dire qu'une part de ça est inquiétant, une part de ça est intéressant. Un monde incertain, c'est aussi un monde où les jeux ne sont pas faits, où des acteurs ont des nouveaux leviers, les acteurs pas forcément sympas, mais pas forcément antipathiques non plus, et où potentiellement il peut y avoir des marges de manœuvre. Dans un monde parfaitement certain et parfaitement planifié, une part des récits dominants du numérique industriel nous raconte un monde certain, nous raconte qu'on va optimiser le monde tel qu'il est pour le rendre plus performant et que ça va mieux se passer. Le récit, le mythe de la Smart City, qui est un récit auquel personne n'a jamais sérieusement cru de façon intégrale, c'est un mythe qui vise à une optimisation d'absolument tout grâce à des données qu'on va compiler en big data, et puis le calcul de tout ça va nous permettre des organisations plus performantes, plus fluides, plus efficientes et ainsi de suite. Tout ça n'étant nullement vérifié, on peut même dire plus sobre, on peut même dire voilà, plus accessible, on peut même dire tout ce qu'on peut imaginer. Et pour l'instant, ça n'a pas tellement changé. Là, quand la taille des bouchons et des difficultés de stationnement, pas tellement bougé en vrai les mobilités, pas tellement bougé en vrai le lien social, pas tellement les sécurités, et ainsi de suite. Donc, performance discutable du numérique parfait. Et il y a quelques années, j'avais eu l'occasion d'être invité par Rennes Métropole à l'initiative de quelqu'un qui est dans la salle. Salut Norbert, pour faire une conférence sur la ville numérique imparfaite, où je disais c'est assez heureux que la ville numérique soit imparfaite, parce que ce qui est imparfait, on a des marges de manœuvre. Ce qui est parfait n'a peut-être pas besoin de nous. Vous avez peut-être entendu parler de Ray Kurzweil qui serine régulièrement pourquoi le futur n'a pas besoin de nous, et qui est le chef gourou de Google, une petite entreprise californienne dont vous avez peut-être entendu parler, qui fait des moteurs, paraît-il. Faut-il encore des moteurs? En perspective de tout ça, moi, une des choses auxquelles je me suis attaqué, c'est le fait qu'en fait, on nous raconte une société où demain tout est numérique. Et nous le racontons à nous-mêmes. Si on ressort, vous oubliez ce que j'ai commencé à dire, on se pose la question, vous voyez comment le monde dans 10 ans, dans 20 ans, même nous, avec la réflexivité qu'on peut avoir dans le cadre du public de ce forum, même nous allons nous dire, il y a quand même plus de technique dedans, hein. Il y a quand même un peu plus d'écran, il y a un peu plus de smart trucs, il y a des objets connectés, il y a des datas, qu'est-ce qu'on fait avec ces datas? Là, on est au début de l'IA, mais on sera tellement plus loin, et autres. Et on a du mal à se dire dans quel domaine demain il y aura moins de numérique.
vraiment beaucoup de mal, hein. Est-ce que dans l'éducation, on est en train de mettre moins de numérique? Est-ce que dans la santé, on est en train... Oh, pas bien sûr. Dans les véhicules, allez, quelques initiatives valeureuses de véhicules qu'on peut réparer, même parfois, où il n'y a pas d'électronique. Il y en a quelques-unes, pas beaucoup. Mais en tout cas, voilà. Société du tout numérique, c'est une vision qui aujourd'hui est omniprésente dans les visions industrielles, dans les perspectives politiques et dans nos imaginaires et nos récits d'avenir. Alors, comme vous aurez le droit de parler, notez les sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, ça m'intéresse. Donc moi, je considère que c'est vraiment extrêmement présent. Alors je peux dire étouffant, ou comme au fond, je suis technophile depuis plusieurs décennies, je peux me dire super, on a gagné quoi. On a fait de l'évangélisation numérique, yes, ça y est. Enfin voilà. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'il y a des choses fertiles dans cette perspective? Est-ce qu'il y a des choses fertiles dans, quand je dis plus de numérique, on pourrait spécifier, c'est pas forcément seulement plus d'informatique et plus de télécom. Le numérique, c'est plus complet que ça. Une part du numérique est une assez vaste distribution d'outils qui nous renforcent, dont on peut s'emparer pour faire de la musique, avoir des pratiques amateurs. Moi, je m'en suis servi pour monter des maisons d'édition, faire du militantisme politique, faire énormément de choses que je n'avais pas prévues dans la vie et avec des gens que j'aurais certainement pas connus. Donc, est-ce que c'est horrible d'avoir plus de numérique demain? Est-ce que ça nous suffit de raconter qu'il y en a plus ou est-ce que ça nous inquiète de raconter ce qu'il y en a plus et en fait, à quelques reprises, on a pu travailler sur les promesses du numérique. Est-ce qu'il y a là-dedans des promesses qui sont sympas et qu'on voudrait accomplir? Donc c'est un sujet qu'on peut se poser à plat. Est-ce que c'est, deuxième question, est-ce que c'est possible d'avoir le tout numérique ou encore plus de numérique demain qu'aujourd'hui? Est-ce que ça ne veut pas dire obligatoirement plus gourmand? Est-ce que ça ne veut pas dire obligatoirement de continuer de raconter un numérique illimité dans un monde aux ressources finies? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part, en contexte de polycrise, parmi lesquels une raréfaction des ressources, parmi lesquels des enjeux climatiques, parmi lesquels des enjeux du partage de ces ressources rares, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va coincer du côté de l'énergie, de l'industrie, tout simplement de la soutenabilité de ce qui est proposé par un numérique illimité. Et puis, est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce que faire autrement, dire tiens, la 5G, ça ne nous va pas si bien, est-ce que c'est si nécessaire et tout ça, c'est quelque chose qui nous fait retourner à la chandelle, aux amiches et à ce genre de choses, comme disait, j'ai oublié qui, il n'y a pas si longtemps, mais au moment des grands débats sur la 5G, je crois que c'est quelqu'un qui avait un job rive droite à Paris, qui parlait de retourner aux amiches et à la chandelle et que c'était quand même un recul et qu'on allait être en retard sur le retard. Donc, voilà, est-ce qu'on peut parier sur des formes de recul du numérique ou d'arrêt de la progression du numérique, ou etc. Est-ce que on peut sortir de ces dynamiques de consommation qui sont en même temps des dynamiques politiques et géopolitiques qu'il ne faut absolument pas négliger, et industrielles, dans lesquelles, au fond, si on s'éloigne, si on se départit de nos capacités, compétences, niveau de recherche, niveau d'industrie en la matière, est-ce qu'on ne va pas juste se retrouver en difficulté vis-à-vis du reste du monde? Si par exemple, à l'échelle de Brest, on décide que le numérique, allez, on va faire du numérique d'il y a 20 ans, qui au fond est sobre et sympa, est-ce que du coup la Chine ne va pas racheter Landerneau? Je pose la question. Et donc voilà, derrière ça, quand je vous dis que ça existe,
Je vous partage ici rapidement quelques exemples, celles qui nous racontaient à quel point c'était topissime d'avoir du tout digital pour les démarches administratives, se préparer à la société, mieux nous préparer à la société tout numérique, ce nouvel âge de l'humanité, et puis avec cette vision estoniocentrique qui pour celles et ceux qui peuvent connaître les pays baltes, il y a peut-être des petites dissemblances entre l'Estonie et d'autres pays dans leurs histoires administratives, politiques et technologiques, qui fait qu'on ne peut pas forcément copier-coller Estonie sur France. Pas en 2 minutes. Il y a un petit boulot éventuellement à faire, mais en tout cas, voilà, ces visions existent. Et puis il y a en face un bouquet de critiques, et je ne dis pas que toutes les critiques soient justes, mais en tout cas, ici et là, on voit que la question des libertés, la question d'un numérique qui empoisonne notamment les seniors qui vivaient plutôt bien leurs liens sociaux, leurs accès à la connaissance, leurs accès au commerce, leurs accès à plein de choses avant le numérique et pour qui il n'y a pas la valeur ajoutée pas flagrante. Et je suis en train de vous raconter une vision moyenne, ça ne veut pas du tout dire que zéro senior a zéro usage pertinent du numérique dans ce qui le concerne. Je suis en train, comme toujours, les visions moyennes sont fausses. Mais voilà, en tout cas, cette inquiétude existe, ces interpellations existent et les intentions d'alternatives existent. Alors, à la FING, on a lancé il y a quelques années notre programme Reset qui caractérisait le fait que le numérique était sur la sellette. Sur plein d'aspects, des libertés, des impacts environnementaux, de la question dite du travail décent, donc la déqualification du travail, les travailleurs du clic, etc. Est-ce que le numérique ne nous amène pas au travail du 19e siècle plutôt que du 21e siècle? C'est une question. Voilà. Et le fait que je vous présente une vue synoptique de ces différents enjeux, parce que au moment où on l'a formulé, on avait le sentiment qu'ils existaient totalement séparément des uns des autres. C'est moins vrai aujourd'hui, mais il y a 4 ou 5 ans, les organisations qui s'occupaient des libertés s'occupaient des libertés, celles qui s'occupaient de fake news s'occupaient de fake news, ceux qui s'occupaient d'inclusion s'occupaient d'inclusion. C'était juste pas les mêmes et le monde environnement c'était encore tout à fait autre chose, tout à fait ailleurs, sans parler du travail. Voilà. Et donc cette disparité des combats avec derrière le fait de dire mais est-ce qu'on est capable de formuler une intention d'un autre numérique. Si je vais un peu plus loin dans le réquisitoire, en étant quand même assez rapide, c'est le fait de dire, bah tiens, sur un numérique dématérialisé et désintermédié, déterritorialisé, bah, c'est un numérique qui est moins humain. Donc on l'aime pas tant que ça, avec un sentiment ici et là de déprise et de désarroi, des analyses qui ont pu dire ah bah à propos cette dématérialisation dans la relation que nous avons à l'acteur public, ça a été aussi une mise à distance, ça a contribué au sentiment d'abandon qu'on a pu avoir ici et là et qui s'était incarné il y a quelques années du coup dans le phénomène des gilets jaunes. Alors, je ferai aucune. Heureusement, tout ça est parfaitement résolu. Il y a une réconciliation parfaitement sereine entre la société et les acteurs publics en ce moment. J'ai l'impression que c'est bon, les élections nous donnent des super symptômes autour de ça ou pas. La question de la diffusion très large du numérique est quelque chose qui a été beaucoup vécu sous l'angle de l'accélération. Ouh là là, ça va très vite, on va être en retard. Euh, bon, pour celles et ceux qui ont lu Hartmut Rosa, aliénation et accélération, hein, l'accélération a toujours été une rhétorique de pouvoir. Ça a toujours été la rhétorique des gagnants qui explique aux autres qu'il va falloir se mettre à niveau et les rattraper. Évidemment, dès lors que vous acceptez cette rhétorique, vous avez déjà perdu. Vous allez rester des retardataires qui essaient de monter dans un train qui n'est pas le leur. Je mentionnais tout à l'heure des échanges qu'on a pu avoir avec Benoît Valory et d'autres sur des problématiques d'inclusion. On échangeait avec Monique notamment sur le fait que dans les démarches que fait ATD Carmonde, une partie du sujet consiste à ce que les gens comprennent que ça n'est pas eux
qui sont la difficulté. Et donc, en l'occurrence, moi, sur mes terrains de recherche, des gens qui me disent je suis obsolète. C'est quelque chose qui est produit par ce discours accélérationniste, la vitesse supposée. De mon point de vue, par exemple, le numérique dans l'éducation est aujourd'hui, à bien des égards, de façon massive et industrielle, moins avancé que dans les années 70, quand Seymour Papert a introduit le code à l'école, le code informatique à l'école, et il l'a introduit à l'école parce que Seymour Papert était un héritier direct des pédagogies actives d'il y a un siècle. C'était un élève et un disciple de Jean Piaget, et il a voulu au MIT transformer les enseignements de Piaget par rapport à un constat qui était la nécessité et l'utilité de la mobilisation des apprenants, en l'occurrence des enfants, dans les apprentissages. Si on ne me mobilise pas, vous pouvez toujours me farcir le cerveau, j'apprends rien. Et donc, en l'occurrence, l'usage du code, comme l'usage de la micro-imprimerie par Célestin Freinet il y a un siècle, etc., ça nous entraîne dans des pratiques actives. Le numérique qui nous entraîne dans des pratiques actives, c'est pas le même que le numérique de la consommation de masse qui nous entraîne dans une consommation de masse de notre canapé. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire de sympa dans un canapé, mais en tout cas, le modèle passif du canapé est un modèle qui n'est pas toujours si sympa. Troisième chose qui pose question, c'est à chaque fois qu'on nous raconte, et c'est très présent dans nos imaginaires, un numérique qui nous remplace. Et je ne sais pas si vous êtes déjà passé devant un kiosque à journaux, ou peut-être même vous lisez des journaux, ou peut-être des articles, ou peut-être des brèves ou des tweets, peut-être vous lisez des tweets, mais en tout cas, on lit des tweets dans lesquels on nous dit oulala, l'IA ça va nous remplacer, et ça fait les robots nous remplacent, tout le monde nous remplace, etc. Jusqu'ici, on n'a pas été remplacé. Puis il y a d'autres gens qui parlent de remplacement, qui apparemment ont d'autres arguments sur le remplacement. Que je vais laisser là où ils sont, des poubelles près de la sortie. Et en tout cas, c'est la façon la plus pauvre d'intégrer le numérique dans quoi que ce soit, dans des relations de service, dans des relations de travail, etc. Si vous voulez avoir des usages judicieux et pertinents de la puissance du numérique, c'est l'articulation entre nos capacités et ce que le numérique nous permet qui est intéressante. C'est absolument pas le remplacement. Le remplacement, c'est d'une pauvreté sans nom. Et c'est toxique en réalité. Quatrième sujet, c'est la question du numérique obligatoire. Une partie du réquisitoire du numérique, c'est un numérique dans lequel j'ai pas le choix. Et j'ai pas le choix d'utiliser des interfaces moisies que nous proposaient jadis certains opérateurs de services publics ou opérateurs sociaux. Maintenant, tout va mieux. Forcément, ou aussi de subir les nombreux outils de travail du numérique que nos employeurs peuvent nous proposer. Dans une grande banque, il y avait un projet à 500 millions d'euros qui visait à rapprocher les outils de travail des gens du travail des gens. Les outils numériques étant considérés comme extrêmement éloignés par sédimentation des applications, etc., dans cette très grande banque, extrêmement éloignée de la réalité des missions des personnes, avec derrière une souffrance au travail, avec derrière des bricolages et des ajustements constants pour que l'outil finisse par correspondre à ce que me demande mon chef et à ce qui est sur ma fiche de poste. Donc voilà, ça veut dire que potentiellement, le numérique subit, soit dans ces deux contextes contraints, soit parce que je suis tracé, soit parce que mes données font de moi un objet d'études, de connaissances, une proie de prospection commerciale, etc. Voilà. Et puis derrière ça, l'autre chose du réquisitoire, c'est le numérique illimité. C'est un numérique illimité, permanent, qui a la solution à tout et qui est en plus ultra outillé par aujourd'hui beaucoup plus d'objets connectés que d'humains connectés. Il y a quelques années, le patron de Motorola en France parlait de 1000 fois plus d'objets que d'humains
à échéance de quelques années. Alors je ne sais pas si on est à 1000 fois, mais en tout cas on ne doit pas être loin des 150 à 200 fois plus d'objets connectés que d'humains connectés, ce qui est intéressant et parfois un petit peu inquiétant. Une partie de ces objets nous tracent et nous surveillent quand même. Voilà, on peut s'en inquiéter, aussi on peut s'inquiéter derrière de la dernière ligne, l'extraction minière, l'irréparabilité, l'obsolescence logicielle de matériels qui sont en pleine forme, l'hyperconnexion et puisqu'on parle de sobriété numérique, ce que disent des gens comme Bella Lotto qui disent bon, pour comprendre la sobriété, il faut comprendre l'ébriété numérique. En prime, le numérique, c'est pas bien solide. Hein. C'est pas bien solide ce truc-là. En fait, une partie du temps, ça marche pas. Et si on nous dit que ça va marcher, en fait, une partie du temps, on nous dit pas exactement la vérité. On peut s'arranger avec cette vérité-là, mais en quelques décennies, moi, j'ai pas tellement vu se vérifier la promesse que ça irait mieux. J'ai toujours vu des systèmes à trous, des systèmes à bugs, des systèmes à panne, des systèmes à perte de données, des systèmes à vol de données, etc. C'est pas tellement en train de s'arranger. Et c'est pas tellement en train de s'arranger, parfois par des effets de modernité. Hein. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'arrivée des IA qui sont en train de farcir de réponses les premières pages de Google, quelle que soit la question que vous posez. Une énorme partie des résultats que vous avez sont des résultats générés par IA. C'est-à-dire si vous voulez de l'info générée par des humains, il va falloir être sacrément habile dans les requêtes progressivement, et Google en est super inquiet, hein, ils le disent publiquement, la responsable de ça chez Google dit on est dans les ennuis mais on essaie de corriger, et puis ça revient, et puis on essaie de recorriger, et puis c'est saloperie d'IA s'adapte, etc. Et sont super calés pour se référencer. C'est les queens du SEO. Donc on fait comment avec ça? Donc voilà, les fuites de données de santé, les cyberattaques, les trucs en panne de partout, les nouveaux écrans bientôt en service, les interfaces qui changent de langue quand tu leur as pas demandé et tout ça. Donc bon, ça va pas très bien avec ce numérique-là, et comme il est énormément multi-acteur, extrêmement foisonnant, etc., on va pas arriver à appeler le réparateur parce qu'il faudrait appeler plusieurs dizaines de millions de réparateurs tout le temps. Voilà, ça dysfonctionne, c'est pas joyeux ce que je suis en train de vous raconter, ou alors au contraire, on a appris à vivre avec et il faudrait juste que ce soit pas grave. Voilà, est-ce que c'est compliqué? On était parti avec mes camarades il y a quelques années sur cet appel de 2015 Transition au carré qu'on avait fait avec des gens très bien, avec le CNUM, le Club Green IT, les petits débrouillards, l'IDRI, le WWF par la suite et ainsi de suite, et qui disait en fait comment on arrive à la jonction de la transition écologique et de la transition numérique. Comment on arrive à mettre la transition numérique, qui n'est pas un but, au service de la transition écologique, qui a des horizons et manque de leviers. Est-ce qu'on arrive à boutiquer ça? Et donc on a essayé, on a fait un agenda pour le futur, on a décrit pas mal de chantiers, on a fait un kit agir local, on a fait un référentiel d'innovation radicale, innovation facteur 4, on a fait un livre blanc qu'on a remis à des ministres qui ne l'avaient pas demandé, qui a dû caler leur cuisinière ou un truc comme ça. Et bon an, mal an, je pense qu'il y a un succès principal de cette démarche collective de plusieurs années, c'est on a peut-être contribué à améliorer un peu le bouillon de culture des acteurs qui pouvaient prendre des initiatives en la matière. Donc il y a peut-être des micro-victoires culturelles situées à différents endroits, un peu de pollinisation, etc. Mais en fait, aucun changement systémique, sauf que le paysage il s'est un peu enrichi depuis. Hein. Il y a des gens qui ne nous avaient pas attendus pour réfléchir, qui ont fait autrement, qui ont trouvé des pistes et tout. Des designers éthiques, des collectifs activistes du côté de la fabrication, des étudiants du numérique contestataires en disant on ne veut pas faire n'importe quoi avec le numérique et tout ça. Donc des choses qui changent. Et puis j'en viens au travail que je vous mentionnais en introduction, c'est-à-dire numérique tout risque.
où effectivement, on s'était dit, le numérique suppose aujourd'hui, en gros, c'est comme s'il supposait qu'on soit dans un monde en paix, parfaitement stable, et qu'il suffise de rajouter des trucs à vendre et des services à utiliser, et que ça va juste progresser. Et donc, croissance économique infinie, ressources éternelles, et la recherche, la prospective nous disent monde incertain et plein d'aléas. On fait comment? On fait comment avec ça? Et on est allé regarder ça en disant, est-ce que les crises, les risques et les incertitudes ne sont pas ce qu'on appelle des épreuves? Des épreuves qui vont nous apprendre des choses. Et avec ces choses, on va peut-être arriver à réorienter parfois les intentions et les actions. Et donc, est-ce qu'on va ici et là y voir plus clair sur des potentiels du numérique qui nous sont extrêmement utiles dans des situations où on n'avait pas prévu? La période Covid est venue à ce moment-là et nous a montré à quel point il y avait des potentiels absolument géniaux dans plein de domaines pour se partager de l'info sur nos proches peut-être en danger à tel endroit, etc. Et les périodes des attentats aussi nous ont appris des choses à ces sujets-là. Et donc voilà, ces épreuves. Et puis aussi, en fait, les fragilités, les dépendances qui s'avèrent quand ça va pas si bien. Et quand on se rend compte dans une crise mondiale que on ne peut pas compter sur la logistique avec l'autre bout de la planète. On ne peut pas non plus compter sur la maintenance avec l'autre bout de la planète. On n'est pas forcément confronté à l'hébergement de nos données dans des pays qui respectent les mêmes règles que nous et qui vont les maintenir à notre disposition dans des bonnes conditions et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, comment on apprend à l'occasion de ces épreuves ce à quoi on est exposé et comment est-ce qu'on invente des pistes autour de ça? Et en fait, voilà, on était parti d'un ensemble de constats, notamment le fait que le numérique était un petit peu absent des plans de prévention des risques et de ce genre de choses où il était présent de façon un peu légère. Là, je vous fais une synthèse de la synthèse. Hein. Il y a dans le détail et localement, il peut se passer des choses très très différentes, mais le fait qu'on avait des difficultés à prendre des crises, le fait que les risques de panne de la dimension numérique de nos systèmes était pas très bien anticipé. On pense toujours qu'on va avoir un smartphone qui marche et du courant électrique et que nos interlocuteurs aussi. Voilà, et puis on se rend compte que quand il y a une vraie crise, on n'a plus accès, par exemple, à une partie des archives et des données administratives des gens. Quand il y a un vrai hack ou des choses comme ça. Donc savoir si les gens vont juste avoir leurs sous à la fin du mois, savoir si on va pouvoir leur rembourser des traitements médicaux, savoir où est leur imagerie médicale, savoir où est tout ça. Si on est dépendant du numérique, ça se complique. Hein. Donc est-ce qu'il faut rematérialiser tout ça vite fait? Est-ce qu'il faut arriver à vivre en double commande au détriment de tous les gains économiques et de productivité qu'on a fait avec le numérique? Et puis derrière ça, on se rend compte que on est dans des systèmes multi-acteurs, chaque acteur ayant évidemment fait ses choix numériques à soi. Donc on ne peut pas juste s'appuyer sur le voisin pour qui nous prête sa bécane pendant que la nôtre est au garage, parce que ça fonctionne de façon plus compliquée qu'une mobilette. Vous savez pas ce que c'est mobilette, pardon. Et puis beaucoup d'usages numériques, très très peu chez nous les gens du numérique, de culture du risque. Et en gros, les seuls dans le champ numérique qui soient toilés et outillés face au risque, c'est les plus grands acteurs, les plus puissants. Nous, individus, les TPE, PME, les acteurs associatifs, en cas de petite catastrophe numérique, on est à la rue. Si je prends un exemple tout simple que vous connaissez peut-être toutes et tous très bien, les artisans font partie des professions qui sont les plus connectées tout en étant les moins armés en culture numérique. Un artisan, il a sa vie dans sa poche, dans son smartphone.
Ah, c'est bizarre, il est dans des conditions de chantier, etc., qui vont surexposer son smartphone à la perte, à la casse, à énormément de choses. Lesquels d'entre eux maîtrisent parfaitement les usages du cloud, les sauvegardes régulières, etc. Bon, on peut s'en parler, mais du coup, ça les met dans la merde banque. Projetons ça sur des crises un peu plus graves et des populations un peu plus lourdes. Eh ben, on a les petits drames intenses des artisans qui vont se poser. On constate qu'aujourd'hui, les questions de cybersécurité sont des questions qui ont rejoint, ça y est, les questions d'inclusion numérique. C'est-à-dire, les plus fragiles sont les plus exposés. Les mieux protégés sont les moins fragiles. Évidemment, les grands data centers et les très grands acteurs du numérique, ils sont préparés aux inondations, ils sont préparés aux canicules. Ils ont des systèmes redondants qui sont, même quand ils étaient près des côtes, ils se sont débrouillés pour se débrouiller avec le risque de submersion, et ils se sont débrouillés avec les backups et ainsi de suite. On a des problèmes de sauvegarde chez nos hébergeurs web quand on a des solutions grand public pas chères et que les hébergeurs n'ont pas fait l'effort de protéger nos données. Or, nous hébergeons des données chez énormément d'acteurs différents, on ne sait même pas lesquels, vous et moi. Moi, je dois avoir à peu près 50 comptes en ligne qui sont importantes pour ma vie quotidienne. Chez ma mutuelle, chez Amélie, chez mon université, etc. Où est-ce qu'ils hébergent mes données? Dans quelles conditions de sécurité? Mais j'en sais absolument rien. Quelle proportion d'entre eux sont chez Amazon Web Services? Sans doute une bonne proportion en réalité, puisque c'est le plus gros hébergeur mondial. Est-ce que je le sais? Absolument pas. Et donc, voilà, je me suis rassuré à peu de frais. Donc, il n'y a pas de culture de risque chez nous, les gens du numérique, et chez nous, les usagers du numérique. Et il y a très très peu de littératie numérique chez les acteurs qui, par ailleurs, pourraient être des acteurs assez bons sur d'autres questions des crises. Et en face de ça, bon, voilà, je vous passe les petites pistes qu'on a là. Je mettrai évidemment ces slides à disposition. Et j'ai synthétisé quelques situations que je vous mets sous les yeux. Est-ce qu'on sait faire sans le numérique ou avec un numérique dégradé quand ça ne se passe pas comme prévu? Je prends l'exemple des moments où les réseaux ne marchent plus, hein, quand il y a eu les inondations et les torrentiels de la vallée de la Vésubie. On fait comment avec ça? Ceux qui ont fait un peu de bricolage numérique dans les décennies passées savent qu'en fait on peut faire. On peut avoir de l'énergie à portée de pédalier, on peut se mettre en mode serveur depuis n'importe quel ordinateur plus vieux que le mien. Et on pourrait héberger des YesWiki, par exemple, sur des toutes petites choses qu'on peut alimenter en énergie. Et ça a une utilité bien concrète dans ce type de catastrophe. Parce que ça veut dire que potentiellement, est-ce que de l'autre côté du fleuve, où il n'y a pas le téléphone, où j'ai pas pensé à avoir un talkie-walkie tous les jours sur moi, mes proches sont au chaud, ou est-ce qu'ils sont noyés? Est-ce que ma maison est emportée par les flots ou est-ce qu'elle est encore debout? Ça peut vaguement m'inquiéter, quoi. Voilà, on saurait le faire. On saurait le faire avec une boîte de Ricoré, on fait un amplificateur Wi-Fi, on va beaucoup plus loin. Donc on le sait, même s'il pleut, même si, etc. C'est des compétences qui sont à portée de collégiens, qui ne sont pas à portée d'ingénieurs, qui sont à portée de collégiens. En quelques jours, on met à niveau plein de monde là-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand c'est la première fois que mes étudiants se sont intéressés aux questions environnementales après pas mal d'années d'enseignement. J'étais super content qu'il y ait eu ces menaces de panne électrique à la fin 2022. Voilà, est-ce qu'il va falloir ressortir les bougies, et où donc ils ont compris que oups, ça voulait dire pas de smartphone, pas de TikTok, pas de copains, pas de sortie, pas de musique. On fait comment? Et là, brusquement, c'était grave. Quand même un peu plus grave que
que les gens qui ont perdu leur maison et qui se demandent si leurs proches sont morts l'avaient subi. Je plaisante, mais vous voyez ce que je veux dire. On est très 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 loin d'une culture qui saurait se passer du numérique quand ça marche pas. Cette épreuve est intéressante à envisager. C'est pas pour se faire peur, mais pour gagner en autonomie, tout simplement. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand, évidemment, les entreprises, les administrations, les mairies, les hôpitaux sont attaqués et rançonnés? C'est l'horreur, hein. Moi, je collectionne les récits en ce moment de tel hôpital, de telle ville, etc., où à l'arrivée, des gens sont en détresse, des gens se mettent en difficulté et en danger physique, parce qu'il faut faire sans la connaissance qu'on peut avoir des infrastructures techniques et des réseaux dans l'espace public. Donc il y a eu des morts comme ça à Angers, par exemple, dans ces situations-là. C'était gravissime. Est-ce qu'on sait faire avec le numérique quand il joue un rôle critique? Ah, on s'est rendu compte, hein, télétravail, on n'était pas prêt à ce que les gens qui précisément avaient été au contact avec les publics, on leur disait tu télétravailles, ils n'avaient pas d'ordinateur portable. C'était ceux qui étaient à l'ordi fixe dans leur bureau. On n'était pas prêt, voilà. Donc on a fait, vous avez fait, et qu'est-ce qui se passe quand une partie de la décision qu'on doit prendre dépend de la collecte et de l'interprétation de données? Elles sont où les données? Est-ce qu'on est déjà capable suffisamment d'interpréter des données à collecter de façon urgente en situation critique pour agir correctement? Qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin de communiquer avec les autres acteurs et les citoyens habitants avant, pendant et après les crises, qui sont des situations par définition multi-acteurs? Donc plein de questions, un peu des warnings on va dire, et puis derrière ça, aussi la question de se dire est-ce qu'on peut faire mieux avec le numérique? Moi j'étais assez frappé dans les sécheresses, j'allais dire ordinaires qu'on a connues ces dernières années, y compris en Bretagne, de voir qu'on était à ce point dans la méconnaissance totale de ce qui se jouait avec l'eau. On avait juste l'ordre du préfet de dire tu arroses pas, tu coupes tout, etc. La question de savoir si notre rationnement, qu'on faisait volontiers, il faut être clair, sauf les gens qui aiment vraiment le gazon à l'anglaise, etc., mais qu'on faisait volontiers, le fait de ne pas savoir si notre rationnement a du succès, c'est-à-dire si pendant ce temps la nappe phréatique se recharge, de même pas savoir qui a les données. Alors moi, je suis dans un département dont je ne pourrais pas vous donner le nom, mais j'habite dans l'agglomération de Lorient. Donc, j'ai tout à fait oublié le nom du département, mais en tout cas, les ordres du préfet, on les avait. Et l'agglomération de Lorient, la ville de Lorient, la ville de Lanester, la ville de Port-Louis, etc., 0% savaient répondre à cette question. Il me disait, tu sais, nous, on a les données de l'eau, en fait, on les a tous les ans quand on fait les relevés d'eau. Donc, une fontaine peut fuir pendant 364 jours, parce qu'entre les deux, on n'a pas. Bon, du coup, je me suis mis à adorer le fait qu'il y ait beaucoup plus de capteurs des fuites d'eau et des relevés beaucoup plus permanents de ce qui se passe du côté de la flotte, parce que c'est quand même un peu décisif. Mais surtout, dans le pacte démocratique, moi, j'accepte une contrainte si l'autorité me raconte ce qu'elle en fait. Donc il y a quelque chose qui se joue, y compris dans notre relation au service public en situation critique, si on n'est pas capable, sur la base de quelles données se base la décision du préfet et se base la décision en fait de dire ça va mieux. Alors progressivement, cette question des données de l'eau s'améliore, mais à l'endroit dont je vous parle aujourd'hui, en fait, si cet été il y a à nouveau canicule et sécheresse, bon, c'est pas parti pour côté nappe phréatique, mais quand même, on en sera au même point que lors de la canicule et sécheresse précédente. Et puis le dernier point, c'est les données perso en situation de crise, c'est les situations, vous savez très bien, dans lesquelles on abdique toute liberté. Données perso, ça n'existe plus. On va pouvoir nous tracer, on va pouvoir savoir beaucoup de choses sur nous, individuellement, collectivement, etc. Et en faire, nous ne savons pas quoi. Mais en tout cas, la situation de crise étant une situation d'exception, les situations d'exception étant amenées à être presque tous les ans, presque toute l'année,
il y a un assez gros enjeu de liberté publique en la matière. J'en viens à ce point numérique, sobriété, résilience, en me disant, bah tiens, on a vu une explosion des besoins pendant la crise Covid qui était très intéressante, et ça nous a aussi raconté des dépendances à des outils qu'on n'avait pas. On voyait à quel point le numérique était structurant dans les fonctionnements de la société. Donc quand on n'a pas exactement ce qu'il faut, voilà. Des ressources rares, des trajectoires, donc un numérique qui peut être l'allié du contrôle de la rareté. Quand je suis énervé, je parle de tickets de rationnement. Mais c'est un peu de ça qu'il s'agit. Il va falloir réguler la rareté sur tous les aspects, et les capteurs, les compteurs, le péage, le pesage servent à ça. Et donc une partie de ce qu'on n'a pas voulu avec les écotaxes et les portiques, une partie de ce qui nous a énervé pas mal de gens autour des péages urbains, une partie de ce qui nous a fait flipper avec Linky, une partie de tout ça. Il va falloir apprivoiser le fait que ça fait partie des objets sociaux sur lesquels, l'acteur public va devoir jouer, parce qu'il n'aura pas le choix, et si c'est pas lui, c'est d'autres. Et deux, il va falloir qu'il trouve des façons de faire monter la société à bord. Ce qui était tout à fait absent dans le passé. Je vous renvoie à la excellente thèse de Aude Danieli sur pourquoi Linky c'était merdique comme aventure en 2016, et c'est ultra passionnant. Je vous raconte pas tout, je vous donnerai une fois encore cette présentation-là, mais la colonne de droite, elle me paraît importante. J'ai essayé de faire un travail sur, en fait, nos dépendances au numérique. Nos dépendances au numérique, j'ai qualifié ces quatre aspects. Un, la dépendance à l'extérieur et au lointain. Nous sommes aujourd'hui dans des configurations de systèmes numériques qui évidemment ne sont pas micro-locales, qui sont dépendantes de plateformes, de réseaux, etc., qui sont à échelle internationale ou à échelle continentale dans certains cas, et parfois à échelle entre guillemets souveraine nationale. Mais voilà, donc on voit qu'aujourd'hui il y a des acteurs territoriaux qui arrivent à faire un peu de souveraineté territoriale sur certaines des ressources, et c'est intéressant, mais à condition que ça soit vraiment autonome et maîtrisé. Mais en tout cas, les données critiques de mon territoire, la maintenance qui va avec, les services qui vont avec. Deuxième chose, la dépendance à la complexité. Les alertes qu'on peut avoir en disant, mais est-ce que les maîtres d'ouvrage ici, publics, mais en font aussi des entreprises et des grandes organisations, sont capables d'être maîtres d'ouvrage d'un numérique trop complexe? Moi, ce qui me raconte, une des plus grandes métropoles françaises me dit depuis des années, on est à la rue en face de la R&D des grands groupes mondiaux du numérique. Ils nous vendent des trucs, on ne comprend pas ce que c'est, et ils ont des budgets qui sont 100 fois le nôtre, 1000 fois le nôtre, et alors qu'on est le plus gros, un des 2 ou 3 acteurs les plus puissants territoriaux en France, et que évidemment les acteurs territoriaux, en fait, bizarrement, par rapport à l'État, ils doivent plutôt être meilleurs parce qu'ils doivent être parfaitement systémiques, pas chacun dans sa ligne d'eau. Donc voilà, il y a cette difficulté de la complexité. La complexité, ça veut dire ingouvernable. La complexité, ça veut dire je suis en asymétrie de pouvoir par rapport à des acteurs techniques puissants. Des chercheurs INRIA nous disent, on nous demande, nous on s'éclate à faire ça, mais la société nous demande des systèmes beaucoup trop complexes pour être gouvernables. Faites gaffe. Travaillez à la gouvernabilité de vos systèmes, et travaillez à en fait la maîtrise collective des systèmes techniques. Évidemment, la dépendance stratégique au big tech, et puis aussi la dépendance à l'innovation permanente et à la fragilité des micro-acteurs, start-up ou autres, sur lesquels on va s'appuyer pour plein de nouvelles propositions. Et donc, derrière ça, il y a un prix élevé de la course permanente à la performance, à l'obsolescence logicielle des matériels, et puis la vulnérabilité des commanditaires.
des petites propositions rapides, en fait, il va bien falloir qu'on arrive à, dans des situations de difficulté ou de précarité, à baisser les exigences numériques, à pas vouloir rajouter du numérique partout et à savoir se contenter de ce qu'on peut attraper. Baisser les dépendances au numérique, maintenir ou restaurer des alternatives, se demander à quels endroits des rematérialisations sont pertinentes et comment est-ce qu'on fait pour qu'elles soient elles-mêmes sobres, parce que c'est bien gentil de vouloir faire tourner les imprimantes, mais est-ce que c'est toujours pertinent? Comment est-ce qu'on fait avec cette piste-là? Le point central, et sur lequel j'aurais dû consacrer beaucoup plus de temps, je me laisse embarquer comme si vous aviez toute la journée. Le point central, c'est quand même les capacités humaines, les capacités et le pouvoir d'agir des gens. À partir du moment où la technique est fragilisée, ce qui prend le relais obligatoirement, c'est nos capacités individuelles et collectives. Et idéalement collectives. On s'en sort parce que on va avoir à l'échelle d'une société locale, à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une organisation, les copains, les renforts, la communauté de pratique, les bidouilleurs qui sont invisibles dans l'organigramme, mais heureusement qu'ils sont bien là. Et avec quelque part un repérage à faire qui parfois est du même ordre que celui qu'on connaît sur d'autres sujets de crise. Par exemple, le fait de savoir qui connaît les gestes qui sauvent en la matière. Ça, je pense qu'il y a plein d'autres sujets dans lesquels on le sait. Sur les sujets du numérique, 0%. On en est très très loin. Et puis, il y a des choses à apprendre, tout simplement. Il y a quelque part des apprentissages qui sont de l'ordre de l'éducation populaire, qui sont de l'ordre de la culture scientifique et technique, qui sont de l'ordre du développement de pratiques, qu'il faut apprendre pour s'en sortir avec un numérique un peu moins luxueux, mais un peu plus bricolable. Et puis, derrière, il y a des choix. Et en fait, avec un enjeu d'aller plutôt du plus vers le mieux, voire le moins. Et puis, peut-être des bifurcations, peut-être des investissements et des démantèlements, si je reprends les vocabulaires d'Alexandre Monin et sa bande, etc. Pour conclure, parce que c'est l'heure de conclure et de voir si vous avez le temps de parler ou voir si notre carrosse citrouille s'est transformée en. Donc parler tout à l'heure autour d'un café peut-être. Pour conclure, le sujet du croisement entre ces questions de résilience et les questions de mise en capacité, c'est une chose sur laquelle j'essaie de travailler en me disant comment est-ce qu'on fait pour développer les capacités et le pouvoir d'agir, le pouvoir au niveau de la personne et de son autonomie, le pouvoir au niveau du collectif et le pouvoir au niveau politique, de façon à arriver à être bien davantage autonome dans un monde traversé par le numérique et être capable de développer un numérique capacitant, y compris en situation fragilisée. Si j'avais le temps que je n'ai pas, je vous expliquerai cette matrice capacité-résilience qui est trop facile en réalité. Mais je l'ai déjà dessinée hier sur une nappe de restaurant, donc, ou presque. J'en dis pas plus. Merci de votre attention.